en fait, j'aurais voulu que les jeunes interviennent pour qu'on sache exactement quels sont leurs, pas desiderata, tu vois, mais quels sont les points qui les intéressent vraiment, tu vois. Voilà, parce que j'avais comme l'impression que c'était un peu trop technique. C'était toi qui menais les débats. Ce n'était pas les enfants qui se posent des questions pour pouvoir essayer de s'ouvrir une voie, de se trouver une voie pour pouvoir avancer ou bien faire des choix. Il est très difficile en terminale de faire un choix de carrière, sauf quand on est vraiment poussé par quelqu'un. Et d'ailleurs, je crois le premier, Lucas disait que, en fait, les parents veulent que tu fasses quelque chose, mais tôt ou tard, en fait, il est mieux. Il a estimé ça à 30%, le fait que tu ailles vers ce que tu choisis. Mais Foucault, toi, tu es déjà dans le call, là. Tu es déjà dans l'interview. Parce Oui, que c'est des questions. Ça, c'est des vraies questions que tu poses. je t'écoute, oui, il n'y a pas de problème. C'est des vraies questions que tu poses. Mais si tu veux, les jeunes, Oui, ils ont 17, 18 ans, 19 ans. Et en fait, ils n'ont pas forcément envie de se retrouver un samedi ou un dimanche dans un call. Ils en ont rien. Tu vois, c'est-à-dire qu'on leur a dit ça. Hein. On leur a partagé l'information dans le lycée. OK. Les parents ont eu un email dessus. Tu te rends compte? OK. Il y a quand même, il doit y avoir une dizaine de classes qui étaient concernées. OK. Mais ils ne se connectent pas. Tu vois? Ils ne se connectent pas. Attends, Et en fait, si tu veux, tu ne peux pas les forcer à se connecter. je comprends. Par contre, on peut faire les vidéos et le leur renvoyer. Et puis là, on a des chances qu'ils regardent. D'accord. Après, moi, j'aurais aimé que ce soit qu'ils posent des questions. Mais c'était ça le principe. Et quand ils se connectent, même, peut-être 2 ou 3 jeunes qui se connectent, ils ont honte et ils ne veulent pas poser des questions. Il m'a semblé qu'il y avait quelques étudiants parce que je suis allé sur Google Doc, j'ai vu la liste des élèves et il m'a semblé qu'il y avait. Ah oui, d'accord. Mais parce que ça, sur Google Doc, c'est la liste des intervenants. Intervenants. OK, d'accord. Oui. OK. Hein, OK, c'est pas. Les élèves, ils ont tous eu leur. Ils ont reçu ça par email. Les profs en ont parlé dans les classes. Mais comme tu vois, pour se connecter le samedi ou le dimanche, soit ils sont tous en classe d'examen, hein, parce que les premières ont le bac blanc et les terminales ont le bac dans 2 semaines. Donc, si tu veux, la période n'est pas propice. C'est-à-dire qu'on aurait dû faire ça en janvier, février. D'accord. D'accord? Et c'est ce qu'on veut faire en janvier, février l'année prochaine, si Dieu nous prête vie. On voudrait faire ça, ces sessions-là, en janvier, février, pour que ils puissent profiter et qu'ils n'ont pas le stress qu'on est en examen bientôt, là, machin, etc. Tu vois, mieux se coordonner avec le lycée, déjà pour qu'on prenne la décision de ça, là, pour qu'on mette ça en place avec le lycée. Ça fait 2 mois que je recours après le lycée, des hauts, des bas, il faut valider avec les conseillères pédagogiques, tout ça là. Mais bon, donc tu vois ça décalé. Et puis, paf, il y a eu des vacances où ils ont eu des vacances de 2-3 semaines, sont encore décalées. Donc, après, on a dit, il faut absolument qu'on le fasse là parce que sinon, après, c'est foutu, ils sont partis. Donc, je comprends qu'on. Mais je sais bien, je suis d'accord avec toi. Mais bon, après, je suis obligé de me. Sinon, il n'y a pas de questions. Sinon, ils n'ont pas de questions. Sinon, ils ne se connectent pas. Donc, voilà. D'accord. Donc, je vais commencer mon propos. Je vais me présenter. Écoute, déjà, je te précise comment ça va se passer. Tu as 30 minutes à partir de là. Donc, tu as 30 minutes. Et en fait, dans ces 30 minutes-là, tu as 15 minutes où tu expliques ton parcours scolaire. C'est très important, le parcours scolaire. Hein. Ton parcours universitaire, ton parcours professionnel. Qu'est-ce qui a motivé ces choix-là? Et après, si tu veux, il y a les autres 15 minutes où parce que tu voulais faire un focus sur les études aux États-Unis. Oui. Et ça c'est très important. Donc, après, je vais poser des questions si je n'ai pas bien compris. Mais si tu veux, la première partie reste focusée sur ton parcours et après, la deuxième partie, tu restes focusé sur tes conseils par rapport aux études aux États-Unis. Et ça, ils vont être très, très, très intéressés. Les parents aussi vont être très intéressés pour suivre ça. Ça marche. Donc voilà, mais écoute, maintenant que tu connais le principe, let's go, c'est toi. Ça marche. Donc, je suis Gervais Capite, hein, j'ai commencé mes études au CES à Mouila, petite ville dans le sud du Gabon. Ensuite, j'ai été transféré au lycée national Léon Mba, dans la capitale gabonaise, Libreville, où j'ai fait une série scientifique
À l'époque, ça s'appelait série C. J'ai eu un baccalauréat C. Après le bac C, j'ai été à l'université des sciences et techniques dans le sud-est du Gabon pour faire un DUS, qu'on l'appelait à l'époque. C'était un DUG de physique-chimie. Au sortir de ce DUG de physique-chimie, je suis allé à Limoges, j'ai fait une licence et maîtrise d'électronique, de physique. Voilà. Après la licence de physique, un des choix qui m'a motivé de repartir faire de l'économie, c'était parce que je souhaitais vouloir passer le concours de l'Institut de l'économie et des finances de Libreville. Donc, je me suis inscrit en deuxième année d'économie. Au moment de le passer, eh bien, défaillance, il n'y avait pas de budget pour les sites d'examen au Canada, à Montréal particulièrement, et à Paris, où ça se passait assez fréquemment. Donc, de là, je suis rentré en licence et maîtrise d'économétrie. J'ai ensuite fait un DEA d'économie. Je suis allé en thèse d'économie. Et les circonstances privées, donc les circonstances familiales, m'ont en fait amené à ne pas terminer mon doctorat, simplement parce que je vis avec une femme de Côte d'Ivoire que j'ai rencontrée depuis la moitié des années 90. Elle a eu un doctorat de chimie organique. Et ce qui nous a mené à venir vivre le rêve américain ici, c'est que après son doctorat, elle a voulu en fait passer 3 à 4 ans de pratique avec des outils technologiques qui étaient beaucoup meilleurs que ceux qu'on avait à l'université d'Aix-Marseille en Provence. Et là, elle est arrivée, elle elle s'est lancée dans la recherche sur des protéines qui, semblerait-il, avaient ou ont des capacités à traiter la maladie d'Alzheimer. Donc, ce que j'ai fait, je n'ai fait que suivre. Voilà, je suis venu avec elle et depuis plus de 20 ans, nous vivons aux États-Unis. Mon parcours, au-delà de ça, je travaille actuellement, je suis technicien de laboratoire. Voilà. Il a fallu que je me réinvente. J'ai pris quelques cours de chimie, biologie. J'en avais fait un peu au lycée, mais ces cours de biologie, en fait, c'était pour me permettre d'avoir un diplôme de medtech, qu'on appelle technicien de médecine, technicien médical. Voilà. Donc, je suis dans un laboratoire. Je travaille dans une banque de sang et depuis 15 ans, c'est pas que ça me plaît, mais bon, les circonstances de la ville aussi, en fait, font que à l'époque où j'arrivais aux États-Unis, il n'y avait pas énormément de boulot dans la technologie comparé à aujourd'hui. Aujourd'hui, nous avons reçu 3, 4 grandes compagnies américaines qui sont venues, enfin 3 grandes compagnies qui sont venues s'installer ici et depuis, il y a un boom, par exemple, au niveau de l'informatique. Là, par exemple, comme aux États-Unis, il n'y a pas d'âge pour faire des études ou bien pour repartir à l'école. Là, je suis en train de faire, en fait, une petite formation, un petit certificat, en fait, de data analyst, donc d'analyse de données. Et en cela, en fait, le marché de l'emploi pour les gens qualifiés dans ce domaine-là est en train de croître dans la ville où je vis. Et il y a par exemple data scientist aussi qui est très recherché, donc scientifique de données qui est très recherché. Et voilà, quoi. J'espère que d'ici 1 an, 2 ans, je vais avoir carrément un changement de plan de carrière. Ici, les études ou bien le boulot, on prend la retraite dans les 60, 65 ans. Donc, je pense encore avoir assez de temps pour pouvoir effectivement être data analyst et puis travailler dans ce domaine-là pendant un bon moment. Voilà. Sinon, rien de particulier. J'aurais voulu peut-être apporter un petit regard sur la façon dont les études se passent aux États-Unis. Ici, on peut aller faire des études à n'importe quel moment. À n'importe quel moment, on peut faire des études. Des études du soir. On peut changer le plan de carrière facilement. Et donc, quand j'étais au lycée, quand j'étais à l'université, quand je suis arrivé ici, à un moment, j'ai voulu faire un MBA. Donc, le MBA, le système américain fait qu'après le baccalauréat, il faut aller pour un diplôme de bachelor. Le diplôme de bachelor aux États-Unis, c'est un diplôme Bac plus 4, équivalent Bac plus 4. Après ce bachelor-là, normalement, le bachelor
que vous allez choisir doit être un bachelor qui va impacter le choix d'études. On dit ici postgraduate, donc des études supérieures au-delà du bachelor. C'est-à-dire que si, par exemple, vous voulez faire un MBA dans le futur, donc la voie normale, ce serait d'aller faire un bachelor d'administration. Si on veut faire des études de médecine, il faut faire un bachelor de sciences, biologie, maths, chimie, pour en fait passer le concours d'entrée en école de médecine. Parce que après un bachelor, on doit passer un concours pour entrer dans une filière de carrière qu'on va choisir. Si c'est la médecine, on veut entrer en école de médecine, on a un concours sur ordinateur qu'on appelle MCAT, Medical Computerized, et puis test. Voilà. Maintenant, si vous voulez aller en MBA, en MBA qui est école de gestion, en fait, en traduisant en français, il faut passer un test qu'on appelle le GMAT. Idem, si on veut faire des études de pharmacie, après un bachelor de sciences, il faut faire ce qu'on appelle un PCAT. Voilà. Donc, ici, après le baccalauréat, si on a une idée on se dit qu'on veut faire des études médicales dans le futur, ce qui serait bon de faire, c'est d'aller vers un bachelor de sciences. Un bachelor de sciences qui sera orienté, qui va couvrir en fait les exigences, ou bien les exigences qui sont demandées ou bien souhaitées pour pouvoir effectivement réussir facilement à votre test pour entrer en école de médecine. Voilà, c'est très important. Les études aux États-Unis ne sont pas terminées, elles ne sont pas compliquées. Vous choisissez vos programmes. Si vous voulez faire un bachelor de sciences avec un major, quand je dis major, c'est avec maximum de chimie, vous pouvez le faire. Avec maximum de physique, vous pouvez le faire. Mais sachez que au moment où vous allez passer le concours d'entrée en école de médecine, il faudra que votre programme couvre effectivement toutes les matières qui sont exigées pour pouvoir avoir un bon résultat ou bien pour pouvoir être apte à passer ce concours-là. Après ça, après le bachelor aux États-Unis, souvent les gens vont travailler un petit peu, maximum peut-être 2 ans. Par exemple, pour entrer en MBA, il faut travailler 2 ans après le bachelor en administration. Et ensuite, vous passez ce test-là, vous vous préparez, vous passez ce test de GMAT. Et en fonction du résultat du test de GMAT, votre score va vous permettre de s'inscrire ou bien de postuler dans certains MBA qui sont, par exemple, très cotés aux États-Unis. Les MBA d'Harvard, par exemple, de Wharton, l'université de Pennsylvanie, et etc. Voilà. Donc, par exemple, le MBA aux États-Unis, quand on rentre dans une université qui est cotée, le MBA est couvert, il est payé. Il est payé. Parce que ce qui tue aux États-Unis, en fait, c'est que les études coûtent énormément cher. Énormément. J'ai un fils qui est allé en université, il voulait faire un ingénierat d'informatique. Juste la seule année, la première année, il a fait dans les 32 000 dollars, l'équivalent de 16 millions de francs CFA. Donc, c'est très difficile de faire des études ici. Donc, c'est pourquoi beaucoup de gens ont un parcours assez atypique. Ils vont aller travailler un petit peu, financer les études du soir et essayer d'engranger, de passer des matières l'une après l'autre pour pouvoir effectivement compléter, par exemple, le bachelor, afin de passer un test pour devenir, par exemple, MBA, pour avoir un MBA qui est en fait le diplôme que tous les PDG de compagnie peuvent avoir. C'est un MBA. Voilà. Si c'est en école de médecine, c'est la même chose. Vous passez ce concours qui est appelé le MCAT, et là, en fonction du score, vous pourrez rentrer dans les meilleures universités ou moins bonnes, quoi. Voilà. Et sachez que les meilleures universités, souvent, ont la chance de pouvoir vous financer vos études. Souvent, c'est des crédits. C'est des crédits. Quand vous allez vous inscrire, vous allez prendre un crédit. Par exemple, en MBA, quand vous rentrez en MBA, vous allez avoir, par exemple, une année scolaire qui a 75 000 dollars. Quand je dis 75 000 dollars,
c'est environ, je sais pas, 37 ou 38 millions de francs CFA. Mais en fait, dans ces 38 millions de francs CFA, vous avez 25, par exemple, 25 ou 40, 20 millions qui vont aller comme frais de scolarité, et le reste, en fait, vous êtes versé pour vous aider à vivre. Vous allez vivre pendant 2 années comme ça. Donc, il ne faut pas dépenser l'argent, il faut en prendre soin, travailler à fond, et puis avoir son MBA, son label. Et là, quand vous avez le MBA, vous pouvez effectivement, avec un MBA américain, vous pouvez travailler n'importe où dans n'importe quel pays. C'est ça l'avantage aussi de parler l'anglais couramment, quoi. Et je souhaiterais vraiment que beaucoup d'élèves de là-bas puissent faire très attention à l'anglais, parce que quelquefois même la recherche et autres, ça se fait en anglais. Donc, c'est un handicap énorme. Quand on arrive à maîtriser l'anglais, en fait, on devient international, on devient mondial. On peut aller travailler au Brésil, on peut aller travailler n'importe où avec un diplôme américain. C'est pourquoi j'inviterais vraiment les étudiants qui ont la possibilité d'être assez bons scolairement, de ne pas hésiter à postuler à venir aux États-Unis. C'est vraiment le pays où il faut venir, quoi. Les opportunités de travail, il y en a énormément. Les boulots, il y en a énormément. Et ça paye bien. Ça paye bien. Voilà mon message que je voulais passer aux enfants, quoi, voilà. Et par rapport à mon cas, notre cas, l'idéal, ce qui nous a vraiment aidé, c'est parce qu'on a fait nos études en France. Nos études en France n'ont pas été aussi coûteuses que les études qu'on fait ici, là. Et beaucoup d'étudiants américains, après avoir terminé leurs études, sont très endettés. Alors que nous sommes arrivés aux États-Unis, on n'avait vraiment pas de dette. Nous avons commencé à travailler, nous avons le diplôme. Il y a des équivalences. Il y a des équivalences qui se font entre la France et les États-Unis, et ça fonctionne très, très, très bien. Ma femme, par exemple, elle a eu un doctorat de chimie organique. Ce doctorat de chimie organique est reconnu aux États-Unis comme PhD. Elle est venue ici. Elle n'a pas eu besoin de faire des équivalences ou quoi que ce soit. Elle a été directement lancée dans le laboratoire de recherche où elle travaillait pour pouvoir effectivement faire ses travaux, quoi. Elle a aimé la recherche, donc du coup, depuis ces dernières 20 années, elle est restée là-dedans. Voilà. Donc, j'invite vraiment les jeunes qui ont la capacité de pouvoir venir aux États-Unis, si c'est possible. Et d'ailleurs, même certaines universités, quand vous êtes assez bon, ils vont vous donner des bourses pour pouvoir effectivement alléger le poids que représentent en fait les frais de scolarité. Voilà, n'hésitez pas, n'hésitez pas. Et je demanderai en fait à ce que s'il y a des enfants qui ont des questions, qu'ils me les posent, il n'y a pas de problème, je m'arrangerai à répondre à chacune d'entre les questions que les petits poseront. Voilà. Donc pour moi, le plus intéressant, ce serait de faire un diplôme français, parce qu'on ne dépenserait pas énormément d'argent pour les frais de scolarité, puis voir dans quelle mesure, par exemple, un post-doctorat, quand vous avez un doctorat de biochimie, biologie, vous pouvez appliquer, vous pouvez demander un boulot pour vous faire la main. Les laboratoires aux États-Unis ont des outils, des appareils de pointe parce qu'ils engrangent énormément d'argent. Et il est de coutume aux États-Unis que certains docteurs, après avoir travaillé dans des blocs opératoires ou ailleurs, vont essayer de se lancer dans la recherche. Et souvent, ils ont besoin de main-d'œuvre qualifiée. Il n'y a pas assez de main-d'œuvre qualifiée sur place ici. Là. Donc, on trouve des Indiens, des Chinois qui ont des doctorats, qui viennent ici travailler dans des laboratoires de recherche. C'est vraiment un très bon début pour venir aux États-Unis, travailler, se faire la main, avoir côtoyer ou bien travailler sur des appareils de pointe, quoi, voilà, parce que ces laboratoires-là, même l'ordinateur, il est renouvelé pratiquement tous les 2 ans. Quoi. Voilà, donc faites des études qui ne vous coûtent pas cher, regardez, essayez d'étudier les possibilités de venir travailler aux États-Unis, et même si vous comptez repartir en Afrique, comme moi j'aimerais bien le faire aussi, eh bien, ce serait l'idéal, quoi. Études moins coûteuses, vous travaillez aux États-Unis pour vous faire la main, et ensuite, vous pouvez repartir en Afrique, ou bien vous pouvez vivre ici et aider les gens qui sont en Afrique. Voilà, c'est mon conseil pour les enfants. Voilà, merci bien. Ok,
D'accord, mais quand toi, vous avez fait vos études en France, comment comment s'est passée cette intégration-là entre la France et puis les États-Unis? C'est-à-dire que vous maîtrisiez l'anglais à ce moment-là ou pas? Non, pas du tout, pas du tout, pas du tout. En fait, le gros handicap quand les francophones arrivent aux États-Unis, c'est d'apprendre la langue d'abord. Donc, quand je dis, si par exemple un petit vient du lycée d'Abidjan, il a son baccalauréat, eh bien, il va passer forcément par 2 années de langue. Donc, il va perdre 2 années de langue pour juste le remettre à niveau. Et ensuite, il va commencer par intégrer, en fait, l'université. C'est nécessaire. Nous, quand nous sommes arrivés, on ne parlait pas bien anglais. Ça a été un handicap. Parce qu'il y a des moments même où nous avons pensé un moment, comment dire, jeter l'éponge et puis repartir. Non, mais en fait, au bout de 1 an, 2 ans, quand vous n'avez pas de besoin, vous travaillez, vous êtes payé, au bout de 1 an ou 2 ans, ça y est, on arrive à intégrer, on arrive à comprendre ce que les gens disent très bien, et puis bon, on arrive aussi à, on commence déjà à faire des efforts pour se faire comprendre. Voilà, c'est vraiment le handicap auxquels sont exposés les francophones quand ils arrivent aux États-Unis. Mais passer cette barrière-là, eh bien, je crois qu'on est pratiquement à égal niveau avec les jeunes petits Américains que vous rencontrerez dans les universités, quoi, quand vous prenez les cours. Est-ce qu'il n'y a pas des conflits entre des Américains noirs et puis des Noirs d'origine africaine En par fait, rapport au métier, par rapport aux emplois, par rapport à l'université même, à l'intérieur? oh oui, en fait, les Noirs américains, les étudiants noirs américains, sont classés comme étant une minorité. Donc, c'est un avantage, par exemple, pour certaines écoles, pour certaines universités, d'intégrer certains étudiants noirs. Et très dernièrement, j'ai souvent vu sur la télévision américaine des jeunes noirs qui ont été acceptés. Quand je dis acceptés, c'est qu'ils ont demandé d'intégrer certaines universités et ils ont été acceptés avec des bourses d'études dans beaucoup d'universités top, des tops universités comme Harvard, l'Université de Pennsylvanie, Vanderbilt University, Stanford. Il y a un décalage entre la population noire dans certaines très bonnes universités et les populations blanches. C'est de coutume des universités blanches. Et l'avantage, en fait, que les étudiants africains vont avoir, c'est que eux, ils valorisent énormément les études. Ils valorisent énormément l'intérêt de s'investir dans les études. Et quand je parlais tout à l'heure de jeunes étudiants noirs qui avaient été reçus dans ces universités-là, en fait, je me suis tout le temps rendu compte que ces jeunes étudiants-là, c'était des enfants de descendants d'Africains qui avaient immigré aux États-Unis, dont majoritairement les Ghanéens et les Nigérians. Ils étaient pris dans toutes les meilleures universités des États-Unis, avec bourse à l'appui, parce que simplement, ils avaient eu de très bons résultats. Donc, quand on arrive ici en tant qu'Africain, on se retrouve en fait dans le paquet des minorités. Si on est très bien, on travaille, on étudie très bien, on s'investit énormément dans les études, il y a de très bonnes chances qu'on puisse avoir, en tant qu'Africain, des bourses pour entrer dans les meilleures universités américaines. Vraiment facilement. Et en fait, le sentiment que je peux avoir constaté, ou bien le sentiment respectueux que je peux avoir constaté durant ces années où j'ai vécu aux États-Unis, c'est que beaucoup d'Africains réussissent dans les universités. Du coup, les Noirs américains regardent ces Africains-là comme étant des gens respectables qui savent ce qu'ils veulent. Et c'est un point très important. C'est un point très important. Je ne vais pas dire qu'à un moment ou un autre dans le futur, ces Africains-là vont se désolidariser des Noirs américains. Mais en fait, ce qui est valeureux, qui fait beaucoup chaud au cœur, c'est de savoir que les Africains sont
tous souvent prêts à s'investir dans des longues études et des bonnes études. Je devrais même rappeler ici que actuellement, le ministre adjoint de l'économie et des finances des États-Unis, c'est un descendant de parents nigérians. Il est américain, mais il est nigérian de père et de mère. Voilà, c'est très important. Et beaucoup d'Américains se sont rendus compte qu'il y a énormément d'Africains qui viennent ici faire des études et qui sont valeureux. Ça, c'est un point très important. Parce que, à mon avis, dans les années futures, ces Africains-là vont créer une diaspora. Et déjà dans des villes comme, par exemple, Houston, nous avons une catégorie de Nigérians américains qui sont des valeureux, des docteurs très honorables dans des hôpitaux à Houston. Voilà. Donc, les États-Unis sont ouverts à tout le monde. Et l'investissement que les Africains mettent dans les études, c'est un très bon point. Ça va vraiment nous amener très, très, très loin parce que ils ne sont même pas autochtones, mais les Blancs américains, effectivement, ont un regard différent envers les descendants d'Africains que ceux des descendants des Noirs américains qui sont ici, qui, eux, ont souvent des difficultés. Ils viennent des familles sclérosées, ils viennent des familles, et c'est très difficile de voir sortir un jeune Noir américain qui aura vraiment des valeurs identiques à celles des étudiants africains, des descendants de parents africains aux États-Unis. Voilà. Ça ne crée pas en fait une certaine animosité, mais en fait, les Noirs américains se rendent compte que les Africains peuvent être une inspiration peut-être pour eux. Et je souhaiterais vivement que les Africains continuent d'arriver ici pour pouvoir effectivement lever ce flambeau-là très haut. Parce que pour moi, le développement de l'Afrique pourrait aussi passer par ça. Voilà. D'accord. Gervais, tu as deux enfants. Il y en a un qui est déjà à l'université. Il y a un deuxième qui va arriver à l'université peut-être dans un an. Un an? Oui. Mais comment tu vas financer ça? Mais comment tu finances déjà? Parce que les 32 000 $ la première année, il va faire combien d'années d'études? 32 000 $, ça fait un pactole. C'est avec deux enfants, c'est… Oui, en fait, ce qui se passe, c'est que soit on est dans le système américain, c'est-à-dire que quand je dis on est dans le système américain, on fait des études de lycée. On fait des études de lycée ici aux États-Unis. Vous avez déjà un dossier américain. Et si vous avez bien appris pendant ces années de lycée, chaque État aux États-Unis va vous donner des bourses pour pouvoir intégrer l'université en fonction des résultats scolaires. Et c'est ce qui se passe en fait. Chaque État va, récompenser les meilleurs étudiants. Ils vont imposer, par exemple, dans le cas de mon État, le système de notes américain est sur 4. Ça s'appelle GPA. Il est sur 4. Le Tennessee va décider de donner des bourses à tout étudiant qui sont au-dessus, qui va se retrouver au-dessus de 2,5 sur 4 et plus haut. Maintenant, quand vous demandez d'entrer dans une université, c'est en fait, vous allez à la pêche aux bourses. Il faut demander n'importe quelle bourse. Et même ici, en fait, il y a une culture de don qui est très poussée aux États-Unis. Même la banque dans laquelle nous, on a des comptes, qui gère nos comptes, offre des bourses aux enfants de leurs clients. Il faut appliquer, il faut demander d'avoir ces bourses-là. Aussi modique qu'une bourse peut être, ça peut être par exemple une bourse de 5 000 $, de 2 000 $, il faut toujours appliquer à toutes les bourses. En fait, quand on est au lycée aux États-Unis, il y a une période pendant laquelle, quand on est en terminale, eh bien, il faut appliquer, il faut demander, par exemple, si on sait qu'on veut aller à l'université, par exemple, de Pennsylvanie, à Philadelphie, qui est une bonne université.
Ce que vous allez faire, c'est que vous aurez d'abord le score qui est nécessaire pour pouvoir intégrer cette université-là. Si, par exemple, ils imposent un 3,5 ou bien 3,5 de GPA, si vous les avez, vous avez déjà de bonnes chances d'y intégrer. Oui. Vous faites votre dossier. Ensuite, quand vous êtes accepté, eh bien, il faut aller à la pêche à toutes les bourses pour pouvoir simplement diminuer les frais de scolarité. Quand mon fils est allé à l'université du Tennessee à Knoxville, à l'est du Tennessee, sur les 32 000, en fait, les 32 000 $, en fait, nous avons payé à peine 8 000 $. Donc, nous avons demandé, nous avons appliqué à toutes les bourses. Il y a des bourses partout. Dès que vous vous inscrivez dans une université, il y a un endroit où il y a les listes de toutes les bourses possibles qui sont offertes. Il faut appliquer. Quelquefois, on vous demande de faire juste un petit résumé, comment vous résumez vous-même qu'est-ce que vous comptez faire dans le futur et ainsi de suite. Voilà. Juste ça seulement va vous donner accès à peut-être une chance d'avoir une petite bourse de 2 000 $ qui vous sera versée. Donc, et maintenant, quand l'enfant intègre cette université, au sein même de l'université, en fonction des résultats de l'enfant, s'il travaille bien, il travaille dur, eh bien, ça peut être la totale. J'ai vu des jeunes enfants, dont un jeune Nigérian que j'ai connu ici, qui était dans une école d'ingénieurs à cette université de Knoxville, du Tennessee à Knoxville. Eh bien, la nourriture lui était payée, les frais de scolarité lui étaient payés. En fait, il n'avait juste qu'à vivre, qu'à étudier. Voilà. C'est ça. C'est-à-dire que les frais de scolarité sont un peu comme quelque chose, enfin, une haie, quelque chose qui peut décourager beaucoup de parents, de familles qui n'ont pas assez de moyens. Mais pour les étudiants méritants qui travaillent dur, qui travaillent bien, et même des enfants qui sont, intelligemment, qui sont doués, les enfants qui sont doués aux États-Unis, quelle que soit la couleur de leur peau, vont réussir leurs études. Parce que le fait qu'ils soient doués va leur donner une étiquette d'étudiant exceptionnel. Et ça, toutes les universités américaines s'arrachent les enfants doués, les étudiants doués. Parce que, sur une courbe de Gauss, ou bien sur une courbe de probabilité, une courbe de répartition de probabilité, vous allez voir que si par exemple, on a une moyenne d'étudiants qui est par exemple de 3, si vous amenez 2, 3, 4, 5 étudiants qui ont une moyenne par exemple de 4, eh bien, la moyenne intellectuelle de cette université sera tirée vers la droite, vers l'endroit où vous avez amené 2 ou 3 étudiants exceptionnels qui vont avoir des résultats très bons. C'est ça, c'est ce que les universités américaines recherchent. Les étudiants doués aux États-Unis réussissent parce que c'est comme si c'est un timbre de pause qui est tapé là-dessus, on se dit qu'ils sont très doués, ils vont réussir. Donc, ils vont aussi améliorer la moyenne des résultats du groupe d'étudiants, globalement parlant. Voilà. Donc, une école comme Harvard, enfin, une université comme Harvard ou bien Columbia à New York, effectivement, est très attirée. Toutes ces grandes universités, Stanford, ils sont très attirés par les étudiants doués. Et ici, quand je disais qu'on donnait des bourses, en fait, chaque université, quand vous êtes au lycée aux États-Unis, chaque université va scanner. Quand je dis scanner, c'est vraiment le mot scanner. C'est-à-dire que Harvard, Yale, ils vont scanner les étudiants qui sortent du lot dans chaque université aux États-Unis. Et ces enfants-là, à partir de la classe de première, vont commencer à recevoir du courrier de ces universités-là pour leur dire qu'ils ont comme un cursus qui sied un peu au cursus des étudiants que nous avons recrutés précédemment. Donc, du coup, eh bien, n'oubliez pas, pensez à nous quand vous allez arriver en terminale. Et si les résultats de terminale sont aussi identiques, ils sont bons, ce sont ces universités-là qui viennent vous chercher parce que vous êtes des étudiants exceptionnels.
Et quand vous êtes un étudiant exceptionnel aux États-Unis, vous ne payerez pas 1 centime d'études. Vous aurez des bourses, quelquefois des bourses qui vous permettront de vivre, même de payer juste votre nourriture au restaurant universitaire. Voilà. OK. Mais quel est le conseil que tu peux donner à des jeunes de première, de terminale par rapport aux études, pas tout le processus, mais comment ils vont faire pour se dépasser? C'est-à-dire pour être concentrés sur leurs études, les pièges qu'ils peuvent rencontrer, parce qu'on voit beaucoup d'étudiants africains qui vont aux États-Unis et comme il y a le travail à côté, il devient fleuriste et puis il ne va plus suivre ses études. Ou bien il va faire la fête et il ne suit pas ses études. Ou je ne sais pas, où il n'y a plus d'argent et puis il arrête les études. Donc, comment on peut se dépasser? Qu'est-ce qu'il faut leur donner comme piste? Oui. En fait, c'est l'un ou l'autre. La vie aux États-Unis, la majorité des étudiants aux États-Unis travaillent. La majorité. Et en fait, il faut, comment dire, définir des objectifs. Si vous vous investissez scolairement à fond, il y aura des bourses qui vous seront données, qui vous seront offertes. Si les études ne se passent pas assez facilement, et là, j'appelle ça en fait de la distraction. C'est-à-dire qu'aux États-Unis, beaucoup de business dans chaque ville utilisent les étudiants. Les étudiants travaillent aux États-Unis. Les étudiants payent les impôts aux États-Unis. C'est de la distraction. C'est de la distraction énormément. Voilà. C'est-à-dire que, au lieu, par exemple, de faire un diplôme Bac+2 aux États-Unis en 2 ans, après le baccalauréat, beaucoup de personnes aux États-Unis, beaucoup de jeunes aux États-Unis qui vont voir certains besoins, parce que vous habiterez certainement dans un endroit assez loin, ou bien vous ne serez pas au campus universitaire, et là, vous êtes exposé. Vous avez envie de vous acheter une voiture pour aller à l'université. Vous avez en fait, là, vous vous exposez carrément. C'est-à-dire que vous vous égarez un peu de les études en priorité. C'est possible. On peut toujours réussir, mais ça va prendre beaucoup plus de temps. C'est ce qui est très difficile aux États-Unis. C'est-à-dire que quand certains étudiants africains arrivent aux États-Unis, déjà, beaucoup n'ont pas de soutien des parents. Les parents ne peuvent pas. Comme je vous disais tout à l'heure, les études, c'est 20 millions de francs CFA à l'année. Un parent ne peut pas. Il faut vraiment avoir un parent qui soit député ou je ne sais pas quoi en fonction des salaires qui sont donnés en Afrique pour pouvoir effectivement soutenir ça. Quand je parle de 20 millions, c'est les frais de scolarité, ce n'est pas la chambre, ce n'est pas l'appartement que vous allez louer. Ce n'est pas inclus. Voilà. Donc, en fait, quand les étudiants africains arrivent aux États-Unis, pour essayer d'alléger l'aide que les parents peuvent leur apporter, ou bien quelquefois l'aide non existante que les parents ne peuvent même pas leur apporter, ce qu'ils vont faire, c'est qu'ils vont se mettre dans le monde du travail. Ils vont trouver un travail, ils vont travailler un petit peu, mais en travaillant un petit peu, on répond à des besoins qui ne sont pas des besoins d'étudiants. Ce sont des besoins de personnes adultes. C'est-à-dire que vous avez besoin de vous acheter une voiture. Au-delà de la voiture, il faudrait mettre du carburant, il faut assurer la voiture. Et tout ça, en fait, ça disperse énormément les étudiants africains quand ils arrivent aux États-Unis. Soit on s'investit énormément dans les études et en espérant que on va avoir des bourses qui seront données par les universités. Ça ne vous empêche pas de travailler, mais là, vous pourrez travailler, par exemple, à temps partiel, peut-être pour 10 heures par semaine, et puis avoir un petit reliquat qui va vous aider, par exemple, à acheter de la nourriture et autres. Voilà. Ou bien, vous allez dans un système où je vais faire un bachelor qui prend 4 années, et le bachelor, je vais le faire petit à petit, chaque semestre, ici, c'est par semestre. Le premier semestre commence à partir d'août, ça se termine en décembre, et puis vous reprenez le deuxième à partir de janvier jusqu'en février, jusqu'en mai. C'est souvent comme ça que ça se passe. Donc, au lieu de prendre un maximum de matières par semestre, eh bien, parce qu'on travaille, on va prendre peut-être 2 matières au lieu de 4 ou 5. Ça,
c'est pour essayer de faire l'équilibre. Oui, c'est un piège, ça. Voilà, c'est ça, c'est une distraction énorme, mais quelque part, ça aide les jeunes parce que ils ont un côté étudiant et ils ont un autre côté adulte où ils doivent avoir certains revenus pour pouvoir subvenir à leurs besoins. Ça tue énormément. Ça tue énormément. Et d'ailleurs, c'est ce que je fais pour mes enfants. C'est ça, moi, j'ai un enfant, il travaille. Il travaille à temps partiel, il travaille peut-être 3 heures ou 4 heures dans un restaurant. Chaque jour, il a son salaire, il paye ses impôts. C'est assez effarant de voir un jeune comme ça payer les impôts à cet âge-là, mais c'est le système. C'est parce que beaucoup d'étudiants ici travaillent. Voilà. Ça distrait énormément, quoi. Les gens ne sont pas focalisés sur les études. Moi, je faisais mes études en France. Pendant l'année scolaire, je ne travaillais pas. Je choisissais de travailler pendant les grandes vacances, pendant l'été. Je descendais dans des champs de pommes, des champs de maïs, des champs de tomates, des champs de pommes de terre. Et donc, pendant mes vacances, j'évitais même d'aller passer des vacances en Afrique. Je préférais essayer de travailler dur pour pouvoir avoir un certain patrimoine qui me permettait de tenir sans travailler pendant l'année scolaire jusqu'au mois d'avril, mai. Et là, si vous demandez une petite aide à un parent une fois en passant, eh bien, ce n'est pas embêtant. Voilà, c'est un peu cette distraction en fait qui tue les jeunes Africains ici, là. Ok. On a dépassé le temps de 5 minutes. 5 minutes. Si je comprends bien, en fait, il y a deux possibilités. Soit tu viens aux États-Unis en première et en terminale au lycée, soit tu viens donc en première et en terminale pour faire tes études. Et puis donc là, tu as accès à toutes les demandes de bourse, les possibilités de bourse. Et donc, oui, tu es compris dans le système. Soit tu recommandes peut-être de faire des études, un bac plus 2, un bac plus 3, un bac plus 4 en Europe où ça peut être moins cher, ou en Afrique. Hein. Et oui, puis, quand tu as un diplôme conséquent, pouvoir intégrer à ce moment l'université, ça va réduire ton coût, tes dépenses et tout ça. C'est-à-dire qu'au lieu que tu payes ça chaque année, eh ben, tu n'auras plus que 2 ou 3 ou 4 années à payer un gros montant, mais tu auras déjà un diplôme et en plus, tu pourras même travailler avec une meilleure qualification et avoir un meilleur revenu que le gars qui a commencé. Donc, ça coûte moins cher. Donc, c'est ces deux points-là que tu as présentés et c'est vrai que ça, c'est très intéressant. Bon, sinon, il y a des familles, mais ça, il faut vraiment avoir beaucoup d'argent pour que les personnes aillent dès la première année à l'université américaine. Mais là, il faut être vraiment très accompagné financièrement. C'est ça qui doit être d'accord. Sinon, on peut se retrouver, même sans famille qui soit riche, mais là, on va être endetté au final, très endetté au final. Absolument. Et donc, les deux solutions sont lycée ou bien niveau master pour pouvoir y entrer. D'accord. Écoute, merci beaucoup pour ces recommandations-là. Hein. Et oui, puis, c'était très enrichissant. Écoute, moi, je vais donc arrêter là.